Madame, Messieurs, bonjour. Tête à tête de ce jour reçoit Monsieur Fortifi Lushima. Il est leader panafricaniste congolais et responsable politique de l'antenne locale du mouvement Urgence panafricaniste présidé par Kémy Séba. Avec lui, on va échanger autour de sa lutte en tant que responsable de ces mouvements, mais aussi, on va dire un mot par rapport à l'actualité politique sans pour autant oublier l'agression rwandaise avec son dernier rebondissement. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Alors, vous êtes ici, sur ce plateau, reçu non seulement comme un jeune Congolais, très engagé contre l'agression rwandaise, mais on va d'abord parler de votre mouvement. D'ailleurs, vous me permettrez rapidement, avant qu'on puisse parler de notre mouvement, parce que faut aussi préciser que c'est pour moi un honneur et un bonheur d'être sur votre plateau. Mais je suis très mal à l'aise avec le terme agression rwandaise. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le Rwanda qui agresse notre pays, ce sont les États-Unis qui agressent notre pays via le Rwanda. Et tant qu'on n'aura pas imposé ce narratif-là, le monde ne nous prendra pas au sérieux. Vous identifiez directement les États-Unis. Exactement. Sur base de quelles preuves? Mais les preuves sont là. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne lisent pas et ne se documentent pas, raison pour laquelle beaucoup ne sont pas aptes à comprendre cela. Si on remonte dans l'histoire, vous verrez que tout part de la chute du mur de Berlin, l'Empire soviétique. Puisque si on n'a pas une lecture globale de la situation, on ne pourra pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Kivu. Les problèmes avec le gouvernement congolais, avec le narratif incompréhensible de Mouyaya, c'est un narratif beaucoup plus local. On doit remonter à l'histoire du monde en 1990 pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Si vous lisez l'histoire, vous comprendrez qu'après la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont convoqué une réunion à l'OTAN, après la chute du mur de Berlin. Et dans cette conférence, il était question d'envisager le monde après l'Empire rouge. Comment est-ce que la superpuissance américaine allait imposer sa puissance, son hégémonie au sein de l'humanité. Et donc, ils ont convoqué cette réunion, et il était donc question, comme je viens de dire, de maîtriser des régions qui possédaient des ressources naturelles stratégiques. Et il y avait deux régions à l'époque qui étaient ciblées, la région du Moyen-Orient et la région de Grands Lacs, donc le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Après avoir ciblé le Moyen-Orient, la guerre de l'Irak, l'Afghanistan aussi, ils ont ciblé le Congo, ils sont venus à travers le voisin, nos voisins, d'accord? Parce qu'à cette époque-là, il faut comprendre que Bill Clinton ne voulait plus de Mobutu, qui était devenu pro-français. Habyarimana était pro-français, d'accord? Et donc, il fallait faire partir tous les dirigeants pro-français pour mettre des dirigeants pro-américains. D'ailleurs, François Mitterrand, dans son dernier livre, l'a dit. Il a dit que les États-Unis veulent diriger le monde sans partage. C'est à partir de là que vient le problème du Congo. Et donc, après cela, ils ont fait partir le président Idi Amin de l'Ouganda. Ils ont placé Museveni au pouvoir. Après avoir placé Museveni au pouvoir, ils ont placé Kagame au pouvoir dans l'objectif de maîtriser, de contrôler les minerais stratégiques du Congo. Même le génocide rwandais a été occasionné pour pouvoir servir de prétexte à cette guerre que nous mènent les États-Unis. Donc, après avoir placé ce monsieur que vous avez mis, en tout cas, je n'apprécie pas le fait que vous l'avez mis derrière moi, c'est un criminel politique, un criminel économique que vous ne pouvez pas valoriser en le mettant sur votre fond d'écran. Donc, en plaçant Kagame au pouvoir, ils ont lancé directement l'opération Support Up, lancée par le président Bill Clinton lui-même le 14 juillet 1994. C'est après cette opération qu'ils ont eu à former l'armée rwandaise pour attaquer le Congo, pour envahir le Congo des Mobutu à l'époque. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la résultante des événements de 1994, n'est que la résultante de la réunion tenue à l'OTAN. Et donc, en réalité, ce n'est pas les Américains, ce ne sont pas, d'accord, le Rwandais qui agresse le Congo, mais ce sont les Américains via le Rwanda. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit, pour être beaucoup plus explicite, vous pouvez les retrouver dans les livres de Honoré Mbanda, Crimes organisés en Afrique centrale, son dernier livre, je pense que c'est l'un de ses derniers livres. Vous pouvez aussi le retrouver dans les livres de Patrick Beko, Stratégie du chaos, et le retrouver dans les livres de Charles Onana, Holocauste au Congo. Donc ce que je dis ici, ce n'est pas prouvable. Ce n'est pas une hypothèse d'école, c'est une vérité, d'accord, c'est vérifiable et c'est vérifié. Alors sur base de votre vérité, peut-on dire pas notre vérité, parce que ce n'est pas nous qui l'avons inventé. En se basant bien entendu sur les ouvrages que vous venez de citer. Voilà. Il y a un torse lorsqu'on parle de l'agression rwandaise simplement.
ou méconnaissance de l'histoire? C'est par méconnaissance, c'est parce que Mouyaya ne maîtrise pas l'histoire, c'est parce que les présidents qui nous dirigent Mais ne maîtrisent pas attention, c'est le l'histoire. gouvernement congolais qui parle de Non, l'agression mais rwandaise, pas écoutez, Mouyaya. être dirigeant ne veut pas dire que vous êtes complètement assis sur les questions politiques et questions géopolitiques. Nous savons que la plupart des dirigeants africains sont soumis à l'Occident et ne maîtrisent pas les questions géopolitiques. Et tu sais qu'il le prouve, Patrick Mouyaya, que vous dites maîtriser l'histoire, a amené Emmanuel Macron à Bantel pour prendre une bière, alors qu'Emmanuel Macron a financé l'armée rwandaise à hauteur de 20 millions de dollars pour asseoir cette armée au sein de la région des Grands Lacs. Donc quand même, il y a une incompréhension totale de l'histoire qu'il faut spécifier. Donc moi, je dis simplement que nous avons des dirigeants qui n'ont pas une maîtrise géopolitique de la situation, ils maîtrisent une maîtrise géostratégique, parce que s'ils avaient une lecture globale, on aurait pu rapidement traiter cette question. Parce qu'en vérité, lorsque vous vous retrouvez dans une guerre, pour ceux qui ont étudié Sun Tzu, moi j'ai beaucoup étudié l'art de la guerre, j'ai beaucoup étudié l'art militaire, j'ai beaucoup étudié cet homme que vous avez mis, Kagame. c'est un principal, Kagame, j'ai beaucoup étudié son parcours, Ok. j'ai étudié son éducation, j'ai étudié sa psychologie. Vous allez comprendre que dans une guerre, la première chose à faire, c'est d'identifier le véritable ennemi. Ce n'est pas des cache-sexes que vous allez identifier, des véritables ennemis. En réalité, le Rwanda n'est qu'un bâton qui frappe sur le Congo. Mais il y a quelqu'un qui tient ces bâtons. Et cette personne-là, cette entité-là, c'est l'État voyou américain. Et les autorités congolaises, tellement qu'elles sont apeurées, elles n'arrivent pas à le dire devant le média. Parce que ce sont les Américains qui financent Kagame. Ce sont les Américains qui donnent de l'argent à Kagame, qui biberonnent la politique de Kagame. Et on n'arrive pas à le dire. Donc, nous, on est arrivé à le faire, parce qu'en réalité, lorsqu'on a compris que le bâton rwandais était tenu par les Américains, avec bien évidemment des gants, parce qu'à l'époque, on n'arrivait pas à spécifier qui était véritablement derrière le Rwanda. Et lorsque nous sommes venus, Urgence panafricaniste, nous avons imposé une narratif, qui est que nous pensons, et nous le constatons, ce sont de faits, d'accord, que ce n'est pas le Rwanda qui agresse le Congo, mais c'est l'État voyou américain. Malheureusement, on a des dirigeants qui ne maîtrisent pas l'histoire. Alors, lorsque vous dites vous, les Américains, et où la thèse du complot international, il faut la mettre de côté, cette thèse-là? Complot international, le problème, c'est qu'on a une mauvaise définition de l'international. On pense que l'Occident, c'est l'international, alors que l'Occident, en Occident, il n'y a que 800 millions d'habitants. Nous sommes dans une planète où il y a 7 milliards d'habitants. Donc, on promouvoit, ou pour être beaucoup plus clair, on valorise la voix de l'Occident à tel point qu'on fait de cela l'international. Donc, ce n'est pas l'international, ce n'est qu'une partie infime de l'humanité. Et donc, si je vais dans votre sens, complot international, je dirais que, bien sûr, les Américains ont des alliés. La France, la Grande-Bretagne, l'Israël, qui sont aussi partisanes dans cette guerre-là que nous vivons aujourd'hui. Donc, il n'y a pas véritablement un complot international, mais c'est une agression américaine qui est bien évidemment accompagnée par des alliés. Mais là, vous n'y martelez pas. C'est seulement les Américains qui vous intéressent. Non, mais écoutez, tout le monde le sait. D'ailleurs, je sais que peut-être vous aurez peur de répondre à la question. Qui commande l'OTAN? Les journalistes ne répondent pas. En tout cas, le public a compris que vous avez besoin d'aller aux États-Unis. Mais c'est pour vous dire que, en réalité, ce sont les États-Unis qui contrôlent l'OTAN. Ce sont les États-Unis qui contrôlent la communauté occidentale. Parce que moi, je n'appelle pas cela la communauté internationale. C'est une nébuleuse. Il faut qu'on quitte la colonisation de mots. D'accord? C'est une... on va dire, c'est la communauté occidentale qui est dirigée par les États-Unis, et véritablement, ce sont les Américains qui donnent les ordres. D'ailleurs, ce que j'ai dit est prouvé dans le livre de François Mitterrand, qui dit que, je l'ai déjà mentionné ici, les Américains mènent une guerre contre l'Europe parce qu'ils veulent diriger le monde sans partage. Aujourd'hui, la cible directe des Africains, la cible directe de la nouvelle génération africaine congolaise, c'est l'État voyou américain, parce que c'est lui qui maintient le manette de l'impérialisme partout dans le monde. Alors si vous allez en Iran, c'est la même chose. Vous allez en Russie, c'est la même chose. Vous allez en Chine, c'est la même chose. Tous ont compris que ce n'est pas la France. La France n'est qu'un gendarme. L'Allemagne n'est qu'un gendarme. Mais en réalité, c'est l'État voyou américain qui tire le ficelle. Alors que ce ne sont pas les Américains qui ont signé un accord sur l'exploitation des minéraux, ou disons des accords sur l'exploitation des matières premières qui ne se trouvent pas au Rwanda. Mais on doit être très clair, comme je le dis. Ou disons les minéraux c'est comme je le dis, mon frère.
les Européens sont des alliés des Américains. Ok. D'accord? Ce sont le support des Américains. Et donc, à un moment donné, les Américains ne veulent pas faire le sale boulot, donc ils les délèguent aux Européens. Mais si on doit être objectif sur ce terrain-là, les Européens ont aussi leurs intérêts sur le terrain. D'accord? Ils ont aussi leurs intérêts qu'ils doivent défendre. Mais le commanditaire véritable, c'est lui qui tire le ficelle, c'est lui qui finance Kagame depuis 1994, c'est l'État voyou américain, ce n'est pas la France. La France, d'ailleurs, a été victime dans le génocide rwandais, puisque les Américains avaient tout fait pour écarter la France en diabolisant la France sur ce terrain-là. Donc, moi, je pense qu'il faut être spécifique. Lorsque vous êtes dans une guerre, il faut identifier une cible et arrêter de vous hasarder sur tout le monde. Lorsqu'on s'hasarde sur tout le monde, on ne comprend rien et le peuple n'arrive pas à vous suivre. La cible de l'État congolais doit être l'État voyou américain. Puis par après, vous le verrez, en déstabilisant le chef, vous avez la possibilité de déstabiliser les gendarmes. Et comment est-ce que la RDC doit répliquer? Répliquer, moi je pense que c'est d'ailleurs la proposition de notre mouvement depuis très longtemps. Nous disons qu'il faut une rupture totale avec les Américains. Nous prenons la rupture totale avec les Américains pour construire d'autres partenariats avec d'autres pays. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec un pays, d'accord, même dans un mariage, même dans un couple. Lorsque vous êtes avec une partenaire qui viole votre respect, qui viole votre dignité, à un moment donné, vous avez besoin de divorcer. C'est ce que nous disons depuis très longtemps sur le terrain. Donc nous voulons une rupture totale avec les Américains pour construire d'autres partenariats dans le monde. Et nos autorités doivent comprendre une chose. Les États-Unis, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Ce n'est pas le monde dans sa globalité. Ce n'est qu'une infime partie du monde. D'ailleurs, avant l'émission, je vous ai entendu dire que vous êtes un citoyen du monde. Un citoyen du monde, un terme qui ne me plaît pas très certainement. C'est pour vous dire que nous avons des cibles, d'accord, et il faut rompre avec les Américains. Si nous rompons avec les Américains, nous aurons beaucoup plus de dignité, nous aurons beaucoup plus de respect et nous aurons beaucoup plus de souveraineté. D'ailleurs, je reviens sur cette question pour être beaucoup plus explicite. En 2016, lorsque Edem Kodjo était venu ici à Kinshasa pour diriger le dialogue congolais, parce que quand je parle de Fachi, je le vois comme le symbole de la classe politique congolaise. Parce qu'en réalité, Tshisekedi représente tout le mot, toute l'état de la classe politique congolaise. L'opposition à l'époque, dont Fachi faisait partie, avait dit à Edem Kodjo une chose très sérieuse. Ils avaient dit à Edem Kodjo qu'il voyait très proche de Kabila. Monsieur Edem Kodjo, arrêtez de plaisanter avec le Congo parce que le Congo, c'est les jardins des États-Unis. Vous pouvez le retrouver aujourd'hui dans différents sites d'information. D'accord, ça a été d'ailleurs tweeté par 7sur7.cd, je pense. Les opposants ont dit à Edem Kodjo, faites attention, le Congo, c'est les jardins des États-Unis. Donc, quelque part, c'était une déclaration publique. Non, c'était un dialogue entre le médiateur et les opposants. Et les opposants ont dit ça à Edem Kodjo. Donc, ça prouve à suffisance notre hypothèse qu'il y a, d'ailleurs nous sommes très clairs sur ces questions-là, le Congo est aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la colonie américaine. C'est une colonie américaine parce que nous sommes dirigés par ces gens-là. Nos autorités vont pour prendre des décisions, vont pour prendre des ordres dans les ambassades américaines. D'ailleurs, on reconnaît, d'ailleurs, Honoré Mbanda le dit depuis 1990 que même les opposants à Mobutu allaient à l'ambassade américaine pour prendre des informations, pour prendre des ordres, pour pouvoir le mener sur le terrain. Donc, depuis très longtemps, nous sommes sur leur domination et il est temps que nous puissions rompre totalement avec ces pays-là pour construire un autre Congo beaucoup plus souverain, un Congo beaucoup plus digne, un Congo beaucoup plus libre. Rompre, ça c'est sur le plan diplomatique. Mais sans militairement attaquer le Rwanda, qui aujourd'hui nous mène une guerre par procuration. Justement, raison pour laquelle lorsqu'on dit rompre totalement, c'est aussi pour faire la guerre. Nous sommes très clairs sur cette question-là. D'ailleurs, avec mes collaborateurs, nous avons toujours dit ça, partout où nous allons. Nous avons toujours dit que pour que le Congo récupère sa place au centre de l'Afrique, il faut que le Congo puisse faire la guerre à Kagame. C'est la dernière solution. Si on ne fait pas la guerre, on ne pourra jamais stabiliser la RDC. On doit arrêter avec les négociations qui ne servent à rien. C'est depuis 1999 que nous négocions avec le Rwanda. L'accord de Lusaka, rappelez-vous. Ça n'a servi à rien. Nous avons négocié avec le Rwanda, avec le CNDP. Ça n'a servi à rien. Nous avons négocié avec le RCD. Nous avons négocié même avec le M23 aujourd'hui. Ça n'a servi à rien parce qu'en réalité, la véritable ambition des États-Unis et du Rwanda, c'est de maintenir le Congo dans le chaos. Parce qu'ils savent qu'en maintenant le Congo dans le chaos, ils ont la possibilité de piller
les minéraux stratégiques qui servent la sécurité américaine. Donc, nous disons qu'il faut rompre avec les États-Unis, aller chercher d'autres alliés dans le monde, parce que vous ne pouvez pas mener cette guerre. Le Congo, il faut dire les choses très, très clairement, nous avons une armée qui n'est pas très bien assise, d'accord, une armée qui est très infiltrée d'ailleurs. Ou disons en pleine reconstruction. C'est à cause de Kabila que nous avons eu à subir cela, des infiltrations depuis 2006 avec des gens comme Laurent Nkunda, des gens comme Bosco Tanganda, d'accord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc nous avons une armée qui n'a pas encore la possibilité de pouvoir se réactiver. Et pour que nous puissions permettre à cette armée d'être réactivée, il faut des alliés pendant ces temps de réveil ou de réhabilitation de l'armée. Donc, raison pour laquelle nous proposons des alliances géopolitiques avec des pays comme la Russie, d'accord, avec des pays comme l'Iran, avec des pays comme la Chine. Cela nous permettra, d'accord, de créer un contrepoids géopolitique. Puisqu'en politique, l'ennemi de votre ennemi, c'est votre ami. D'accord? L'ennemi des Américains en ce moment, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran, c'est la Corée du Nord. Si on arrive à collaborer avec eux, temporairement, pas éternellement comme le fait Touadéra en Centrafrique d'ailleurs, raison pour laquelle nous avons dit que même si on invite Wagner, ça ne sera pas la meilleure solution. Il faut que nous puissions avoir une politique claire, une vision claire de la politique. Et donc, si nous arrivons à rompre avec les États-Unis, nous aurons la possibilité d'entretenir des rapports avec des États de BRICS qui vont nous permettre certainement pendant ces temps de réhabilitation, de mener la guerre, puis de la gagner. Et vous, au sein de votre mouvement, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, s'il faut se fier à la parole, la parole, vous parlez très bien, vous pouvez avec cette parole résoudre tout le problème. Sur terrain, qu'est-ce que vous faites? Sur terrain, ce que nous faisons est très important, ce que nous faisons est très puissant, puisque depuis janvier 2024, si je ne me trompe pas, nous avons lancé les mobilisations anti-USA. En lançant ces mobilisations anti-USA, nous avons permis au peuple de comprendre en réalité le véritable agresseur. Parce que vous ne pouvez pas gagner, ce que d'ailleurs Antonio Gramsci disait à l'époque, il y a la guerre de mouvement et la guerre de position. Vous ne pouvez pas gagner la guerre de mouvement, donc la bataille sur le terrain avec les armes, si vous n'arrivez pas à gagner la bataille des idées. Il faut que la population puisse être imprégnée de l'idéologie. Vous devez diffuser votre idéologie au sein de la masse. Parce que si la masse comprend ce qui se passe en réalité, la masse vous suivra. Raison pour laquelle Laurent Désiré Kabila avait réussi à maintenir un équilibre ici à Kinshasa le 2 août 1998, parce qu'il avait réussi quand même à mobiliser la masse, à faire imprégner une idéologie patriotique, quoique à un moment donné, ce n'était pas dans une réelle compréhension des enjeux globaux, d'accord, mais quand même, ça a permis à la population de comprendre et de suivre le président de la République. Raison pour laquelle, nous, depuis le 17 janvier, nous avons lancé les mobilisations anti-USA, nous avons brûlé le drapeau américain, d'accord? Et cela a permis à la population de comprendre qu'en réalité, le véritable agresseur, c'est l'Amérique. Et nous avons permis à ce qu'il y ait une éducation de masse par rapport à l'agression rwandaise. Rappelez-vous, lorsque nous l'avons fait sur les réseaux sociaux, nous avons lancé ce qu'on a appelé le slogan USA is killing, le hashtag USA is killing. Cet hashtag-là a permis aux gens de se réveiller, raison pour laquelle vous avez vu des mobilisations juste après devant les chancelleries occidentales, quoique le pouvoir en place a tenté de récupérer cela, de faire la récupération politique pour faire la pression sur leurs partenaires américains, parce qu'en réalité, Tshisekedi est soumis aux Américains, d'accord, et les mains pieds liés par les Américains, il faut dire cela. Donc, nous avons lancé cette mobilisation-là, nous devons conscientiser le peuple. Notre travail, c'est de conscientiser. Nous sommes un mouvement citoyen. Nous sommes là pour influencer la politique gouvernementale. Nous sommes là pour influencer les idées de la population. Raison pour laquelle nous menons des actions comme ça sur le terrain. Et donc, nous avons lancé des mobilisations et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à être dans ce chemin-là. Puisque nous ne sommes pas aux commandes. Si nous étions aux commandes, et je pense que les ancêtres nous aideront, nous faciliteront la tâche pour y arriver un jour. D'accord? En tout cas, ce n'est pas encore dans notre cadre. Vous y pensez déjà? En tout cas, ce qui nous préoccupe maintenant, c'est la géopolitique. C'est la métapolitique. Vous savez, la métapolitique, c'est la politique au-delà des affaires publiques. C'est la politique au-delà des institutions. D'accord? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de conscientiser, de former le peuple. Si nous arrivons à former le peuple, un jour peut-être, il arrivera un moment où nous mettrons même mon très cher frère Massime Bourgé-Doyon comme candidat à la présidentielle. Quoique les élections ne nous intéressent pas vraiment. Alors, j'aimerais que vous puissiez placer un mot sur les récentes déclarations de William Ruto qui disait que le M23 était un mouvement congolais. Comment vous réagissez? Ça me fait doucement rire, parce que William Ruto n'est que dans une suite logique de ce qu'a dit le président lui-même, le président congolais, Félix Tshisekedi.
Vous savez, d'ailleurs, je reviendrai sur la question parce que vous m'avez dit au début que les présidents, c'est quand même le gouvernement, ils maîtrisent des questions d'histoire, ils maîtrisent... Mais c'est la preuve que Tshisekedi ne maîtrise pas les questions du Congo. Puisque Tshisekedi a eu le tort, la naïveté, ou on va dire l'ignorance, de dire que les Banyamulenge étaient des Congolais. Lorsque vous dites que des... Position qui n'a pas changé jusque-là. C'est une bêtise, très clairement. C'est une ineptie. Ça veut dire simplement que vous ne maîtrisez pas l'histoire. Comment un président de la République comme le nôtre, je ne sais pas si vous avez la même perception de la grandeur de notre pays, la même perception des potentialités que nous portons, la même perception de la vision, du rôle, de la place que nous occupons au sein de l'Afrique. D'accord? Un président du Congo doit maîtriser l'histoire. Aucun document officiel n'éprouve que les Banyamulenge est une tribu congolaise. Aucun. Vous allez vérifier dans le musée belge, il n'y a aucun document. Je le dis, et j'aimerais d'ailleurs, s'il y aura une personne qui aura le courage, parce que beaucoup n'ont pas le courage de débattre avec nous, si ceux qui auront le courage de débattre avec nous peuvent paraître, on aura en tout cas cette possibilité d'accepter. Moi, je connais cette personne. Voilà, vous pouvez l'inviter et vous verrez comment il va... Ça viendra. Okay. Vous verrez comment il va finir. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a aucune tribu au Congo qui porte de nos Banyamulenge, parce que les tribus au Congo sont liées à une terre et à une langue. Je vais faire un débat avec Willy Kalengai, je pense. Willovic Kalengai, voilà, qui n'a pas pu tenir 30 minutes devant moi, parce que je vais aller prouver noir sur blanc qu'il n'y a pas de tribu Banyamulenge au Congo. Il n'y a pas de tribu Banyamulenge. Et lorsque vous arrivez à affirmer cela, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas l'histoire, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas la géopolitique de votre propre nation. Et lorsque Tshisekedi a accepté cela a permis à Kagame, ce type que vous avez toujours maintenu sur votre écran, je ne sais pas pourquoi, lorsque Tshisekedi a affirmé cela, il a permis à Kagame de dire que les M23 c'est un problème congolais. Parce que la majorité des personnes qui constituent les M23, ce sont les Banyamulenge. Certains me diront, mais ils sont au sud Kivu, mais ils sont aussi au nord Kivu. En réalité, les Banyamulenge sont des Tutsis rwandais qui vivent sur le territoire congolais. D'accord? Ce sont des Tutsis qui sont venus chez nous, que nous aimons, que nous apprécions. D'ailleurs, je le dis toujours, moi j'aime... Si une personne décide de faire du mal à un Tutsi, je me lèverai contre lui. D'accord? Je me dresserai contre lui et je ferai tout pour que celui-là ne puisse pas toucher à un frère africain, à une sœur africaine. J'aime les Tutsis. D'ailleurs, je sais que beaucoup de Congolais aussi aiment les femmes Tutsis. Donc là n'est pas le problème. C'est que ce sont nos frères, mais ce ne sont pas des Congolais, présentement. Quoique je suis panafricaniste, mais c'est un point sur lequel je ne tergiverse pas. D'accord? Et tu sais que lorsqu'il a accepté cela, ça a permis à ces types, à ces malfrats, à ces criminels, à ces mafieux, de dire que le M23, c'est un problème congolais. Et d'ailleurs, William Ruto, avec les autres, ont posé la question à Tshisekedi pendant une réunion, mais les M23, ce sont des Congolais ou des Tutsis? Tshisekedi a bien dit qu'ils sont des Congolais. Donc, en réalité, William Ruto n'a pas de problème, d'accord? Quoique, je suis très mal à l'aise avec sa façon de se soumettre aux Américains. C'est un soumis lui aussi. En tout cas, ils sont tous dans une même plantation néocoloniale. Mais c'est la faute aujourd'hui du président Tshisekedi parce qu'il n'a pas une bonne maîtrise de l'histoire, il n'a pas une bonne compréhension des enjeux, il n'a pas une maîtrise totale des tribus, d'accord, de la circonscription de notre pays. Et ça ne lui permet pas d'être beaucoup plus... Est-ce que dans le panafricanisme, vous concevez l'Afrique avec des limites? Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut faire sauter les frontières, entre les Africains. Les frontières que la conférence maçonnique de Berlin nous a imposées, d'accord, ils nous ont imposées, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes devant un fait accompli aujourd'hui, d'accord. Le Congo, c'est 2 345 410 km², d'accord. Il y a le pays comme le Bénin, qui est dirigé par un président mafieux aussi, il faut le rappeler, un président qui ne respecte pas la volonté des peuples, un président qui se soumet à la France-Afrique. Il y a des pays comme ça, d'accord. Aujourd'hui, nous avons des pays qui ont des frontières, jusque-là. Donc, on doit d'abord partir de ces frontières pour les déconstruire. Parce qu'il faut partir de quelque chose pour les déconstruire. Aujourd'hui, nous avons les frontières, d'accord, avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda, que nous devons d'abord faire respecter pour pouvoir réfléchir sur une meilleure possibilité de faire frontier les frontières que nous avons. Donc en tant que panafricaniste, j'ai dit, d'ailleurs j'ai toujours été d'accord sur le fait que le Congo doit partager, dans un futur proche, ses richesses avec tous les continents africains. D'accord? C'est parce que nous sommes un pays qui doit nourrir l'Afrique, nous sommes un pays qui doit donner de l'électricité à l'Afrique. D'ailleurs, dans le plan
de chaque Atodop, tout est très bien inscrit, mais lorsqu'il y aura toujours de personnes, des entités humaines comme Kagame au pouvoir, je n'accepterai jamais, d'accord, nous n'accepterons jamais urgence panafricaniste, que ces frontières puissent en réalité créer des problèmes. Alors, je vous pose une question, peut-être la dernière par rapport à la sortie du gouvernement. Nous sommes tous d'accord, puisque sur base des résultats du précédent gouvernement, que si le gouvernement souminois faisait comme Sama Lukonde, la question de l'Est ne trouvera pas solution. Alors, que doit faire ce gouvernement, ce nouveau gouvernement pour se démarquer et permettre à nos compatriotes de l'Est de fumer et de calimer de la paix? Je voudrais bien proposer une solution, parce que nous l'avons déjà fait depuis très longtemps sur nos plateformes, sur nos réseaux sociaux, nous l'avons déjà fait, nous avons déjà des solutions que nous avons émises sur la table, sur la place publique. Donc là n'est pas la question. Et je ne voudrais pas ici être naïf pour croire que les gouvernements de Madame Judith va régler ces problèmes-là. Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'ils ont une maîtrise réelle de la situation. Je ne pense pas qu'ils ont une compréhension totale des enjeux. Et en réalité, jugez avant les résultats, avant même qu'ils se mettent au travail. Écoutez, j'avais cette même perception que vous lorsque j'étais beaucoup plus jeune, lorsqu'on avait nommé Matata Taponio à la primature. J'ai pensé aussi qu'il allait changer les choses, on devait quand même lui accorder un bénéfice de doute. Nous, on n'accorde pas des champs blancs aux gens. Jamais. Un gouvernement n'est fait qu'exécuter la vision du chef de l'État dans un programme gouvernemental. C'est ça le travail d'un gouvernement. Mais quelle est la vision du chef de l'État? C'est quoi la vision de Tshisekedi en tant que tel pour la nation congolaise? C'est le peuple d'abord? Il n'a pas de vision réelle pour ce pays. Ben, il a parlé des 6 axes lors de sa campagne. Les axes ne sont pas une vision. Les axes ne sont pas une vision. Il faut avoir une vision. Vous devez tenir compte de la grandeur de ce pays. Moi, je tiens toujours compte. Nous tenons toujours compte. Urgence panafricaine, nous tenons compte de la grandeur de ce pays. Une vision politique doit être basée sur une idéologie politique, sur un programme politique, sur une vision économique, sur une vision géostratégique. C'est quoi la vision? C'est quoi l'idéologie politique de Tshisekedi? Il n'a pas de vision politique. Ils vous diront c'est la social-démocratie, etc. Mais ils ne maîtrisent même pas la social-démocratie. Lorsque vous posez la question à Augustin Kabouya, visiblement, vous comprenez très bien qu'il ne maîtrise pas la question d'idéologie. Donc, le problème de Tshisekedi, les problèmes qu'aura Madame Judith Tuluka, c'est qu'il a un chef d'État qui n'a pas de vision, il a un chef de l'État qui n'a pas une vision réelle pour ce pays. Parce que si Tshisekedi avait une vision réelle pour ce pays, il allait s'entourer des bonnes personnes. D'abord, en premier temps, parce que lorsque vous avez une vision, vous identifiez et vous désignez les personnes avec lesquelles vous allez avancer. D'accord, raison pour laquelle nous, dans notre mouvement, on s'est très bien choisi. Il y a des gens comme Massimbo Gédéon, il y a des gens comme Mathieu Chipia, il y a des gens comme Modekila, d'accord, qui sont sur le terrain et qui ont une certaine vision de la société, d'accord, une vision réelle politique et géopolitique. Donc, il faut avoir de bonnes personnes autour de vous. Et malheureusement, Tshisekedi s'est associé, s'est entouré de gens qui n'ont pas de vision. Il s'est entouré d'une personne comme Kamere, d'accord, qui lui-même pense, c'est une personne, qui elle-même pense qu'il faut un plan de paix, un plan de négociation avec le Rwanda. C'est ce que pense Kamere. Il s'est entouré de personnes comme Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est un ex-rebelle, il a tué des Congolais, d'accord. Son nom se retrouve dans le rapport mapping, c'est un criminel politique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas une personne à qui on doit accorder une confiance réelle dans ce pays. Il a tué beaucoup de gens. Ils s'entourent de gens comme Bahati Kobo, qui était reconnu comme détourneur à l'époque de Laurent Désiré Kabila, d'accord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est entouré des personnes qui n'ont aucune vision, si ce n'est le vol et les détournements, d'accord? Raison pour laquelle je voulais dire dans le début de cette émission que s'il y avait une Champions League de régime, le régime de Tshisekedi serait le Real de Madrid de cette Champions League. Donc en réalité, il a un problème de vision qu'il ne peut pas mettre sur. Donc vous n'accordez aucune chance à ces gouvernements? Je n'accorde aucun bénéfice de doute. Le Congolais ne doit pas donner de chance aux dirigeants. Les Congolais doivent imposer aux dirigeants ce qu'ils veulent. J'impose au gouvernement. Parce que je suis un citoyen congolais. Je veux que les choses se passent comme ça. Nous voulons que les choses se passent comme ça. Nous sommes accompagnés des citoyens parce que l'urgence panafricaine, c'est un mouvement de masse. Le peuple aujourd'hui veut ceci et Tshisekedi doit faire cela. Mais si on doit commencer à accorder des chances à des gens que nous avons connus et reconnus dans le précédent mandat comme des voleurs, à un moment donné, il faut que nous puissions quitter le stade
de la servitude volontaire. Je ne suis pas ici en train de dire que Tshisekedi n'est pas quelqu'un de bien intentionné. Je l'ai toujours dit, Tshisekedi, en le voyant, avec ses lunettes de foi, avec sa physionomie, vous comprenez très bien que c'est quelqu'un qui a une bonne volonté, d'accord, des bonnes intentions. Mais le problème, c'est que les intentions ne dirigent pas un pays. Très bien. Les intentions ne font pas le monde. Nous avons fini. On ne dirige pas le monde avec des intentions. On ne dirige pas le monde avec une bonne volonté. On dirige le monde avec une vision claire de la société. Je suis là, la vision. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Fortifi Lushima. Voilà. Ça a été un plaisir de vous recevoir et vous avez malheureusement, éclairé... on n'a même pas parlé du mouvement. Ouais, bah, exactement. Le temps nous fait défaut, mais je promets une émission débat avec la personne là que je connais pour qu'on aborde cette question de la communauté Tutsi, les Banyamulenge. On aura le temps de mais je dois préciser une chose avant de terminer. Je ne suis pas contre les Tutsis. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs que j'aime énormément. Je me bats pour eux aussi. Nous nous battons pour eux. Urgence panafricaniste s'est bat pour ces peuples-là, d'accord, pour tout le peuple africain dans sa globalité, pour tout le peuple noir dans leur globalité. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait une classe des extrémistes Tutsis qui pensent que la solution serait de dominer l'Afrique centrale pour leur propre intérêt. C'est la raison pour laquelle on se bat contre ce qu'ils appellent le Tutsi-land. On se bat contre la République swahili qu'ils veulent créer. Raison pour laquelle nous étions au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, nous sommes les rares responsables politiques qui vont au Congo-Brazzaville pour dire les choses à Sassou, les yeux dans les yeux, d'accord. Nous l'avons fait dans les médias, nous avons dit les choses telles qu'elles sont, nous avons dit aux Brazzavillois qu'ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait une extension rwandaise au Congo-Brazzaville. Et nous avons été poursuivis par les services de renseignement brazzavillois pour ça. Et ça nous vaut beaucoup de choses, ça nous coûte souvent ça demande des sacrifices, d'accord. D'ailleurs, je vais aussi rappeler ici, c'est la première fois que je l'ai dit sur un plateau de télévision. Nous avons été, à un moment donné, lorsque nous avons brûlé le drapeau américain, que nous avons lancé des mobilisations anti-USA, nous avons été traqués par les services de renseignement. Et d'ailleurs, selon certaines informations qui sont à disposition, il y avait une réunion entre le chancellerie occidental et les dirigeants de notre pays, les dirigeants dirigés de notre pays, pour traquer les militants qui avaient lancé cela. Nous avons tenu bon parce que, nous le savons, nous sommes toujours protégés par ces 10 millions de morts. Nous sommes toujours protégés par nos ancêtres. Et c'est eux qui font, ce sont eux qui nous guident, ce sont eux qui nous bénissent pour ce combat. Merci beaucoup. Coup de chapeau à vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur toutes les plateformes numériques CPG et tous les médias traditionnels qui nous accompagnent. Merci.